Élection présidentielle en République démocratique du Congo. L'opposition semble avoir déjà donné le temps, le G7 particulièrement sur ce plateau. Pour en parler, je reçois Papi Tamba, il est communicateur de la majorité présidentielle. Bonjour et bienvenue. Merci, M. Claude. Alors, on parle déjà de la présidentielle, mais pas au sein de la majorité présidentielle. Pourquoi? Merci pour l'invitation. Oui. Vous savez, dans notre pays, le pouvoir constituant a voulu que les pouvoirs des élections soient confiés à une institution ou à un organe qui soit indépendant. Et c'est cet organe qui essaie de fixer les tempos. Oui. Par rapport à la loi électorale, nous connaissons même les différents délais qui sont réservés pour une campagne. Nous connaissons les différentes dates nécessaires pour accompagner un scrutin. Oui. Alors, je ne peux pas comprendre cet affolement de se faire plus CENI que la CENI elle-même. La CENI est dans son processus. Je pense qu'il reste quelques jours pour que nous puissions connaître déjà les fournisseurs des kits électoraux pour l'enrôlement. L'enrôlement, non pas seulement de nouveaux majeurs, mais je pense que l'opposition a souhaité même que nous puissions enrôler tout le monde pour avoir des élections fiables. Alors, aujourd'hui, nous sommes 7 avril, au moment où je suis en train d'enregistrer cette émission avec vous. S'il faut suivre nos amis de l'opposition dans leur schéma, ils sont dans une certaine obsession pour nous parler de la tenue ou de la convocation du scrutin pour l'élection présidentielle le 20 septembre. Oui. Ce qui veut dire que c'est dans 166 jours. Exactement. 166 jours exactement, en travaillant 7 jours par 7 jours sur 7 et en travaillant 24 heures sur 24. Je ne sais pas si vous connaissez des super-hommes sur cette terre qui peuvent en 166 jours, avec les contraintes qui sont devant nous. Mais quelque part, vous aviez parlé, vous avez semblé fustiger le fait que le G7 ait désigné un candidat. En quoi ça vous dérange? Mais c'est tout à fait normal qu'un regroupement trouve qu'il est temps peut-être de désigner quelqu'un en prévision de quelque chose. Je ne sais pas si ça nous dérange. Oui. Je crois qu'il n'y a personne à la majorité présidentielle qui est passé sur TV5. C'est un membre de l'opposition. Oui. Les différents communiqués qui fisent un peu à gauche et à droite sont des communiqués des membres de l'opposition. Si le secrétaire général de l'INC, Bertrand Wanga, depuis les États-Unis, essaie d'émettre son avis, il n'est pas membre de la majorité. Le président de l'INC, Vital Kamerhe, est passé sur les antennes de TV5, il n'est pas membre de la majorité. Martin Fayoulou, depuis les États-Unis d'Amérique, je crois, avait aussi lancé un communiqué. Allant dans le sens des autres, il n'est pas membre de la majorité. Pas plus tard qu'hier, j'ai même vu encore un communiqué du parti d'Mboussa Nyamwisi, et nous essayons d'en voir partout. Ils ne sont pas membres de la majorité. Et même au sein de l'IDPS, nous avons suivi certaines émissions. Nous avons suivi certains communiqués de certains membres de l'IDPS, non pas les moindres. Ils ne sont pas de la majorité présidentielle. Donc vous comprenez bien que c'est un problème qui se trouve, c'est une querelle des ménages. Ça ne regarde pas la MP. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'on peut nous associer par rapport à ça. Alors pourquoi vous faites semblant? Comme si rien n'était, comme si vous n'étiez pas concerné? Nous ne faisons pas semblant. Il va de soi que la majorité présidentielle a sa ligne, la majorité présidentielle a sa politique. La majorité présidentielle est respectueuse des institutions de la République. Vous savez, il y a des choses dans la vie qui peuvent aussi se passer en interne, ce que nous appelons une cuisine interne, le temps de bien préparer les choses pour que le moment venu, qu'on essaie d'exprimer sa position. La majorité présidentielle, élection présidentielle, c'est exclu pour cette année. Ce n'est pas une question de dire que la majorité présidentielle ne voudrait pas des élections. Nous voulons les élections crédibles et les élections apaisées et les élections qui soient transparentes. Mais nous sommes tous soumis au calendrier de la CENI. Vous savez, le président Corneille Nangaa, quand il prenait ses fonctions, il avait rappelé une chose qui est peut-être passée inaperçue aux yeux de plusieurs Congolais. Il a dit qu'à ces jours, nous avons déjà 2 calendriers, mais inappliqués. Le premier calendrier, c'est un calendrier partiel qui était vite effacé au profit d'un calendrier qu'on a appelé global, je crois. Oui. Dans ce calendrier,
Il y a même des dates qui ont été avancées pour que certaines élections se tiennent déjà au moment où nous parlons. Ces élections n'ont jamais été tenues. Il a compris que la raison principale, c'est l'absence de consensus entre acteurs politiques. Les représentants de la MONUSCO vont emboîter les pas dans le même sens pour dire que on ne sait pas comment est-ce qu'on peut parler d'une élection sans un fichier électoral. Pour parler élection, il faut au minimum commencer par constituer un fichier électoral. Le président de la CENI reçoit les acteurs politiques, c'est à l'Assemblée nationale. Il présente l'état des faits, il présente les différentes difficultés que rencontre la CENI. Il pose la question, où nous allons aux élections avec l'ancien fichier, ce qui va compliquer les choses, et je vais y revenir par après, ou nous élaborons un nouveau fichier. Il présente les problèmes à la classe politique. Il dit, voilà, si nous allons avec l'ancien fichier, nous pouvons nous-mêmes tirer les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est que nous avons environ 7 millions de nouveaux majeurs qui seront inscrits de leurs droits constitutionnels, ce qui est inadmissible. Alors les Congolais doivent savoir que la CENI, c'est l'organe technique pour organiser les élections, mais la confirmation d'une élection, je pense que cela est le domaine de la Cour constitutionnelle. Or, la Cour constitutionnelle, non pas seulement va vérifier la validité ou la régularité du scrutin, mais la Cour constitutionnelle peut aussi regarder au niveau du fond. 7 millions de personnes qui soient privées de leurs droits constitutionnels, je ne pense pas que la Cour constitutionnelle peut avaliser une telle situation. Donc voilà que nous sommes devant une difficulté de taille qui exige de la part des acteurs politiques en présence un certain consensus. Maintenant, les mêmes G7 qui propulsent déjà leurs candidats, c'est des bons droits. Je pense que je n'ai pas à m'exprimer là-dessus. Qui ont à un moment donné d'ailleurs parlé d'un président intérimaire. Et c'est là où je dis qu'il y a une absence totale de cohérence. Regardez comment est-ce qu'ils ont évolué dans leur prise de position. Contre les dialogues. Président intérimaire, négociation directe entre acteurs politiques, notre candidat pour les élections. Vous comprenez qu'en 7 mois ou 8 mois, depuis qu'ils existent, ils sont en train de nous produire un chapelet de contradictions dans leur prise de position. Alors, M. Papitamba, soyez quand même franc, parce que pendant tout ce temps, vous gouvernez, la majorité est au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas un échec pour, effectivement, la majorité présidentielle de ne pas pouvoir organiser les élections parce qu'on dit gouverner, c'est prévoir? Moi, je crois que la matière électorale, j'ai toujours martelé là-dessus, la matière électorale, surtout dans des pays comme les nôtres, exige ou peut-être exigerait que certaines décisions soient prises de façon consensuelle. Vous savez, vous pouvez avoir une majorité au niveau du Parlement, mais faire passer certaines lois de façon mécanique en matière électorale, ça brûlait certains pays, certains pays d'Afrique. Alors la sagesse au sommet de l'État a toujours voulu que nous puissions l'accompagner par un consensus. Alors, on ne peut pas reprocher à la majorité présidentielle l'absence du consensus dans notre pays. La majorité présidentielle s'est toujours rangée du côté de la bonne foi. La majorité présidentielle a émis plusieurs propositions. Depuis 2013, la majorité présidentielle voyait très loin. Premièrement, la majorité présidentielle propose une révision de notre Constitution pour que les scrutins, plutôt les élections au niveau local et provincial, certaines élections soient organisées au suffrage direct, indirect plutôt, comme aujourd'hui s'organise au suffrage direct. Vous connaissez la prise de position et l'opposition. Or, la majorité avait démontré qu'en organisant les élections au suffrage indirect, nous aurons l'avantage de faire l'économie en termes d'argent, mais aussi l'économie en termes de temps. Les amis, nous étions encore en 2013, ils étaient focalisés sur les fauteuils présidentiels. En 2013, on propose une révision de la Constitution pour une matière qui touche les élections au niveau local et provincial et nous parle du président de la République. Donc si aujourd'hui, il y a un pasteur... Mais parce qu'ils ont senti que par cette proposition... Nous étions en 2013. C'était un stratagème pour... Je rappelle que nous étions en 2013 et la matière ne touchait pas le président de la République. Je crois que c'est ces blocages-là aujourd'hui, avec les blocages qui vont arriver en 2014, parce qu'en 2014, la majorité présidentielle va encore proposer l'identification de la population. Au mois de décembre, les projets de loi qui devaient être
qui devait être voté au mois de décembre, plutôt au mois de janvier 2015, vous savez jusqu'où est-ce que l'opposition est allée. Les résultats aujourd'hui, c'est qu'ils ont bloqué les choses. Ils sont allés de blocage en blocage. Et aujourd'hui, ce qui est quand même curieux, c'est de voir que la même opposition revient sur la scène pour essayer d'imputer l'absence de consensus que tout le monde réclame ou tout le monde réclamait depuis, mais qu'ils puissent imputer ça à la majorité présidentielle. Non et non. Vous savez, dans la vie, moi je crois que je vais citer le président François Mitterrand, qui disait que si on veut prétendre diriger les pays, quand on est opposant, on doit commencer par se comporter de manière responsable dans l'opposition. Je vais les répéter. Prétendre diriger les pays, quand on est dans l'opposition, il faut commencer par se comporter de manière responsable dans l'opposition. Alors, vous avez parlé du consensus. Lorsque vous parlez du consensus, c'est pour une transition. Très souvent, les acteurs politiques de votre plateforme le disent, et c'est ce qui fait que l'opposition ne se retrouve pas, ne veut pas aller au dialogue. Je pense que déjà, les premiers discours sur les dialogues, les chefs de l'État l'ont fait au mois de mai 2015. Bientôt, nous allons faire un an plutôt d'anniversaire, jour pour jour. Comprenez que si les chefs de l'État qui étaient de bonne foi, en envoyant son émissaire, en présentant les choses depuis le mois 2015, avaient été suivis par cette opposition, beaucoup de choses aujourd'hui auraient avancé. Nous sommes en train de parler de la bonne et de la mauvaise foi. Ce sont les deux piments qui caractérisent ce que nous appelons le consensus. C'est-à-dire, où la bonne foi, vous êtes tous de bonne foi, vous allez essayer de prendre de bonnes résolutions ensemble, ou vous êtes de mauvaise foi, vous ne les prendrez pas, ou il y a un côté qui est de mauvaise foi. Alors, il s'avère que dans cette matière de la recherche des consensus, et jusqu'à ce jour, regardez dans les chefs de la majorité, la main tendue reste à l'opposition. C'est-à-dire que la majorité continue à tendre la main à l'opposition. Les chefs de l'État, qui est fidèle dans ses propres principes, continuent à manifester ce sens d'ouverture. Alors, le consensus que veut l'opposition doit aboutir au départ du président Kabila. Et vous? C'est là où je dis que je commence à chercher un grand pasteur pour délivrer un peu certains esprits la haine. Nous sentons que nous commençons à vivre un anticabilisme primaire. Cela peut se vérifier dans les arguments développés. Le problème n'est pas le problème, c'est la personne de Joseph Kabila. Vous savez, ça aurait été Claude, ça aurait été Papi Tamba ou n'importe qui président de la République, les principes que nous évoquons aujourd'hui resteraient les mêmes. Quels sont ces principes? C'est que notre pays aujourd'hui est à la croisée des chemins. Nous sommes engagés vers deux directions. Ou nous voulons la paix, ou nous voulons autre chose qui soit le contraire de la paix. Vouloir la paix, c'est notamment chercher le consensus. Concourir pour la paix, c'est notamment chercher à organiser les bonnes élections. Concourir pour la paix, c'est notamment montrer un sens d'ouverture. Ce sens d'ouverture, l'opposition ne l'a pas, une grande partie de l'opposition. Travailler pour la paix, dans le sens de chercher à... Alors, je reviens à vous après justement le rappel des titres d'actualité. L'inspecteur général de la police nationale congolaise est attendu ce jeudi à Bukavu. Au Sud Kivu, il remettra un bateau à la police lacustre locale. Aussitôt arrivé hier, mercredi à Goma, le général Bisengimana a déclaré que le gouvernement congolais est préoccupé par l'amélioration du social des policiers en ville et en milieu ruraux, faire l'inspection des unités de la police à l'est de la RDC et se rendre compte de la formation des policiers au nord et au sud Kivu. C'est l'objectif de la mission qu'effectue le général Charles Bisengimana. Dans l'actualité également, ce jeudi 7 avril, célébration de la Journée mondiale de la santé. Cette année, l'OMS l'a consacrée au diabète. Selon les estimations, en 2030, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde, d'où il faut élargir la prévention, renforcer les soins, intensifier la surveillance. En croire l'Organisation mondiale de la santé, la RDC compte à ce jour près de 800 000 diabétiques. Sachez que le diabète est une maladie chronique qui apparaît lorsque
le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline. La crise des migrants au cœur du 18e Conseil franco-allemand qui se tient ce jeudi en France. François Hollande, Angela Merkel et une trentaine de ministres français et allemands y prennent part. La crise des migrants est gérée de façon différente par les deux pays. Mais François Hollande et Angela Merkel, rationnels et pragmatiques, ont appris à travailler ensemble sur le dossier ukrainien et malgré leur désaccord sur la crise grecque. En sport, Ligue des champions de l'UEFA hier pour le compte des quarts de finale aller. Le Real, qui sortait d'une grande victoire sur son rival Barcelone, a été battu 2-0 par les Allemands de Wolfsburg. Pour beaucoup, vous voyez, comme un adversaire facile. Et dans l'autre match de la soirée, le Paris Saint-Germain a fait un match nul avec Manchester City, score de la partie 2 buts partout. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité sur ce plateau. Je suis toujours avec Papy Taba. Vous parliez justement du consensus et que c'était l'opposition qui constituait le blocage. En tout cas, je pense que cela peut se vérifier par les prises de position. Oui. La majorité n'a pas varié depuis les premiers jours dans ces prises de position. Prenons un premier exemple, l'IDPS. Combien de fois oui et combien de fois non? C'est à vous de les juger, vous êtes journaliste. Nous venons, nous ne venons pas, nous allons, nous n'irons pas. Combien de fois? Quand l'émissaire du chef de l'État avait fait le tour des différents partis ou plateformes politiques autour du même sujet qui est le dialogue, presque tous avaient émis un avis favorable. Je me rappellerai même de l'INC qui avait fait une déclaration publique pour dire que nous sommes favorables, mais ils ont posé des préalables, entre autres la libération de ceux qu'ils ont considérés comme état des détenus politiques, ainsi de suite. Ils ont après fait volte-face. Remarquez les fameux G7. Alors là, c'est vraiment la cerise sur les gâteaux. En 8 mois, je crois qu'ils ont varié dans leur position plusieurs fois. Rien que par rapport à ça. Donc, si nous devons chercher la mauvaise foi, elle n'est plus compliquée aujourd'hui. La mauvaise foi, nous pouvons facilement la trouver dans les chefs de ceux qui se contredisent à tout moment. La majorité présidentielle est là, toujours dans sa bonne foi, continue à lancer l'appel aux autres partis, partenaires et amis. Alors, quel point vous avez parlé de l'ouverture parce que très souvent, c'est vu comme une stratégie d'affaiblissement de l'opposition. C'est pourquoi, du coup, cette fois, l'opposition dit non. Vous savez, en politique, n'est pas dialoguer criminel. Un homme politique se montre toujours ouvert devant les enjeux ou les intérêts qui touchent à la vie nationale. Ce n'est pas que si le président Sarkozy va rencontrer en matière, par exemple, de terrorisme, qu'il va rencontrer le président François Hollande, que ça fait de lui un opposant faible. Nous parlons nation, et c'est là peut-être nous devons bousculer nos mentalités. Les gens doivent comprendre que lorsque nous parlons nation, lorsque nous parlons paix, il n'y a plus de clivage. On doit se comporter en homme républicain. Maintenant, les élections, continuons à les préciser. Nous en voulons tous. Nous voulons des bonnes élections. Nous ne voulons plus des élections qui donnent des prétextes aux autres de critiquer les résultats ou de contester les résultats sans avoir des arguments fondés. Vous savez, j'ai été mort de rire il y a encore 2 jours. Je viens communiquer de l'IDPS après la rencontre qu'ils ont eu à Bruxelles avec l'ancien président, l'ancien plutôt gouverneur de l'ancienne province de Katanga. Ils émettent un communiqué pour dire qu'ils considèrent pour eux que le président Kabila arrive fin mandat le 19 décembre 2016. Oui. Pour moi, c'était une trouvaille qui m'a fait rigoler. Donc ça voudra dire que l'IDPS a envoyé la nation tout entière dans une aventure, avec leur histoire des mensonges des urnes, pour qu'à la fin du mandat, les chefs de l'État qui reconnaissent enfin qu'il était le président. Alors qu'ils ont, eux, à la tête de leur parti, quelqu'un qui a encore quelques jours, qui considère encore comme président. Il arrive fin mandat quand? Donc, ce sont toutes ces aventures-là que nous devons abolir et bannir dans notre manière de fonctionner dans la politique. Respectons les peuples congolais. Pour respecter les peuples congolais, arrêtons de noyer sur les poissons. De noyer plutôt les poissons. Oui. Arrêtons de nager dans toutes les eaux, même les eaux troubles. Nous devons, à un certain moment, être logiques et conséquents pour nous dire que voilà,
Nous voulons dialoguer pour le bien du Congo, nous voulons dialoguer pour la paix, mais nous voulons dialoguer pour la tenue des bonnes élections. Il reste aujourd'hui 166 jours avant la fameuse date du 20 septembre que tous essaient d'évoquer de façon vraiment fantaisiste. Et tout le monde sait qu'en 166 jours, il est techniquement, matériellement et financièrement impossible de mettre la situation en état de convoquer les scrutins présidentiels. Maintenant, par rapport à cet état de fait, qu'est-ce que les hommes politiques responsables peuvent faire? Oui. Prôner le chaos ou être dans un stratagème de chercher d'autres mécanismes qui peuvent énerver notre sécurité, la sécurité de tous les Congolais. Nous, dans la majorité, en tout cas, nous avons fait les choix. Nous avons fait le choix de la vie, nous avons fait le choix de la paix, et nous avons fait le choix de ne pas énerver la sécurité des Congolais. C'est le choix que nous avons fait. Maintenant, ces choix-là, en tout cas, nous pensons que ce sont des choix qui sont honnêtes, qui sont raisonnables, et nous pensons que nous n'allons pas capituler là-dessus. Merci beaucoup, Papi Tamba. Je rappelle que vous êtes communicateur de l'AMP. Merci beaucoup, M. Claude. Alors, nous allons parler maintenant